Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté hier samedi Abidjan pour Abuja, capitale fédérale du Nigeria, où doit se tenir ce dimanche un sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Après son arrivée, le président Ouattara a procédé à l'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria. Des échos de cette inauguration dans cette édition. Soutien à l'entrepreneuriat, plus de 180 millions de francs CFA octroyés à 40 jeunes entrepreneurs ivoiriens innovants dans plusieurs domaines. Ils ont reçu leur certificat de formation au cours d'une cérémonie organisée par l'ambassade des Pays-Bas en Côte d'Ivoire et la firme entrepreneuriale Solution Partners. Aux États-Unis, des tornades meurtrières touchent le centre, le sud du pays. Au moins 6 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un entrepôt du géant du commerce en ligne Amazon. Hier samedi, des quartiers résidentiels entiers ont été ravagés et détruits. Vent violent et averses, voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. L'édition de 13 h de ce dimanche 12 décembre 2021 sera marquée du saut de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, deux pays amis et frères qui ont commencé de se fréquenter depuis les années 70 en presque 50 ans de coopération. Qu'en est-il aujourd'hui des relations de coopération entre les deux pays? Regard sur la vieille amitié qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, analyse de l'existant et projection pour ce qui concerne l'avenir. Voici résumé en 3 grands points l'exercice auquel nous nous consacrerons dans le cadre du magazine du dimanche avec notre invité, l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire, son Excellence Wahel Badawi. Excellence, bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche sur ce plateau. Merci Monsieur Guivet, merci à vous. C'est dans une demi-heure que je vous retrouve pour cet entretien, mais en attendant, regardons ensemble l'agenda du chef de l'État Alassane Ouattara, le président de la République qui a quitté hier samedi Abidjan pour Abuja, capitale fédérale du Nigeria, où doit se tenir ce dimanche un sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sommet ordinaire qui se penchera sur plusieurs questions, statuées entre autres sur les cas de la Guinée, du Mali, suite aux coups d'État qui ont interrompu un processus démocratique avant son terme. Après son arrivée, le président Ouattara a procédé à l'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria. Viviane Haïma. La nouvelle chancellerie diplomatique dont la Côte d'Ivoire vient de se doter à Abuja, la capitale politique nigériane, démontre tout l'engagement du président de la République Alassane Ouattara à bâtir une solide relation entre son pays, la Côte d'Ivoire, et le Nigeria. En effet, si jusqu'à l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara, les relations diplomatiques et de coopération entre ces deux pays avaient peine à décoller, depuis 2011, elles s'intensifient. Ainsi, la chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui était dans le passé logée dans un bâtiment en location, fait désormais place à une imposante construction, reflet de la position de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest-africaine. Les travaux de réalisation démarrés en mai 2018 se sont achevés en décembre 2020. Et ce samedi 11 décembre 2021 marque l'inauguration par le président de la République Alassane Ouattara de ce patrimoine ivoirien en terre nigériane. Cette belle bâtisse contribuera, à n'en point douter, à la promotion de l'image de marque de notre pays et à accroître sa visibilité auprès du Nigeria et de la CEDEAO, de même que dans le reste du monde. Superficie totale, 8130 mètres carrés. Il comprend un bâtiment principal de 3 niveaux, ainsi que des locaux techniques pour abriter les services administratifs et consulaires. La communauté ivoirienne au Nigeria est estimée à plus de 3000 personnes. Hissant fièrement le pavillon ivoirien en plein cœur du quartier des ambassades à Abuja, cette nouvelle chancellerie de la Côte d'Ivoire, réalisée par le constructeur Bouygues, se veut le reflet d'un pays qui aspire à se faire une place parmi les grands. Et à suivre à présent des réactions recueillies au terme de cette cérémonie d'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria. On retrouve Viviane Haïma. Au nombre des personnalités ivoiriennes présentes à cette cérémonie d'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria, une grande dame, par son efficacité, sous une modeste apparence. Il s'agit de l'ambassadeur Touré Maman, qui a dirigé la mission diplomatique ivoirienne au Nigeria et auprès de la CEDEAO de 2012 à fin janvier 2020. On peut considérer sans prétention qu'elle a été le chef d'orchestre dans la réalisation de cette nouvelle chancellerie diplomatique ivoirienne. Au four et au moulin, sans complexe aucun, elle a porté ce projet dans sa conception
jusqu'à sa réalisation, démontrant brillamment que seul l'acharnement au travail est la clé du succès. Mes sentiments sont des sentiments de joie, voilà, et vraiment de fierté pour le président de la République. Un bâtiment qui a une architecture imposante, qui fait la fierté, n'est-ce pas, de toute la Côte d'Ivoire et qui provoque des envies chez tous nos amis, tous nos partenaires du corps diplomatique et même nos partenaires, nos amis du Nigeria. Et quittant Abuja pour Abidjan, la 4e édition du MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat, s'est achevée vendredi dernier. Le thème de cette 4e édition, l'artisanat face au défi de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d'Ivoire solidaire. Un dîner gala de clôture a été organisé pour terminer en beauté ces journées d'exposition. Dîner gala de clôture auquel a pris part le chef du gouvernement, Patrick Hachi, qui n'a pas manqué d'indiquer que l'artisanat est un métier noble et valorisant. Espérance Diakale, Abou Sanogo. Des artisans et des invités, vêtus dans différents motifs de pagnes africains tissés. Nous sommes au dîner gala de la 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat, MIVA. Sur plus de 600 artisans, 50 ont été sélectionnés et récompensés pour la qualité de leur création. Le MIVA, né de la volonté du gouvernement de faire de l'artisanat un outil de création d'emplois et un levier de développement économique et social, est le premier salon africain artisanal qui célèbre l'excellence. L'artisanat ivoirien a pris un pas énorme en avance. Ce soir, nous avons tenu à lancer l'appel du consommé ivoirien. Consommons ce que nous produisons dans notre pays, mais surtout appeler les Ivoiriens à prendre sur eux donc la valorisation du pain tissé. Le salon a pour ambition de faire d'Abidjan une vitrine de l'artisanat pendant les 10 derniers jours. Pour le Premier ministre Patrick Hachi, l'artisanat occupe une place importante dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Les métiers du secteur de l'artisanat deviennent pour nous une aubaine relative pour le travail des jeunes, mais également des femmes de tout âge. C'est un vivier d'emploi pour promouvoir les hommes et les femmes en ce qu'il offre d'énormes opportunités en matière d'emploi, de formation et de création de richesses. Ainsi, au travers de ce MIVA et de la forte implication du gouvernement pour sa réussite, il faut percevoir la volonté du chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, de valoriser davantage nos produits locaux et l'ingéniosité des acteurs du secteur de l'artisanat et de mieux préparer le secteur de l'artisanat à prendre toute sa place dans la mise en œuvre du Plan national de développement 2021-2025. Les innovations pour cette 4e édition sont d'identifier la meilleure région de Côte d'Ivoire, promotrice de l'artisanat, de créer un village des métiers de l'artisanat et de récompenser les meilleurs artisans. Et dans le fil de l'actualité, il y a également ce soutien à l'entrepreneuriat. 40 jeunes entrepreneurs ivoiriens innovants dans les domaines de l'agrobusiness, le transport, la logistique, les infrastructures et bien d'autres domaines ont reçu leur certificat de formation au cours d'une cérémonie organisée par l'ambassade des Pays-Bas en Côte d'Ivoire et la firme entrepreneuriale Solution Partners. Cela après 6 mois de fonctionnement du programme d'incubation Orange Corners Côte d'Ivoire, un programme présent dans 13 pays en Afrique et au Moyen-Orient. Marie-Ange Kouakou, Didier Nguessan. 40 jeunes entrepreneurs reçoivent leur diplôme de fin de formation. Ces jeunes font désormais partie de la famille Orange Corner, un programme d'incubation qui vise à former et accompagner des entrepreneurs ivoiriens dans plusieurs domaines d'activité tels que l'agribusiness et le transport. Aujourd'hui, je suis capable de montrer mes entrées et mes sorties. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais surtout passer à l'action pour pouvoir développer qui vous êtes, qu'est-ce que votre projet peut solutionner. Ce programme mis en œuvre par la firme Entrepreneurial Solution Partner est initié par l'ambassade des Pays-Bas et développe une expertise unique à accompagner les entrepreneurs et leaders en Afrique. On veut des entrepreneurs qui ont un peu plus qu'une idée, des entrepreneurs qui ont déjà amorcé quelque chose. Et on les accompagne sur cette base-là et naturellement le caractère innovant de leur projet. Nous sommes un pays d'entrepreneurs et si on veut faire l'entrepreneuriat, il faut aussi des entrepreneurs de l'autre côté. Donc c'est dans notre intérêt d'assister la Côte d'Ivoire. Un encadrement qui permet à ces jeunes pousses de formaliser leurs entreprises désormais mieux outillées pour conquérir le marché. C'est grâce à vous que le pays avance.
C'est grâce à vous qu'on peut construire des écoles, construire des hôpitaux. Et donc, plus vous créez des entreprises, plus vous créez de la richesse dans le pays, plus vous permettez au pays de se développer, et plus le gouvernant peut derrière faire des choses qui rentrent donc dans les besoins de la communauté et dont vous avez besoin vous-même en tant que chef d'entreprise. Orange Corner est un programme d'incubation où les jeunes entrepreneurs NEB sont formés pour devenir des leaders. Au cours d'un point de presse qu'il a animé et se redoté, le président de la Confédération des PME-PMI a fait le bilan des actions menées cette année par la Confédération qu'il dirige. Les perspectives ont été de même évoquées. Les PME et les acteurs du secteur formel seront sensibilisés et formés. Plus de détails avec Espérance Diakale et Cheikh Koné. La caravane de sensibilisation et de formation des artisans et des travailleurs du secteur informel se tiendra du 15 décembre 2021 au mois de mai prochain. Cette caravane a pour but d'informer les PME, les artisans et les acteurs du secteur informel des nouvelles lois qui ont été adoptées. Elle portera sur les avantages du statut de l'entrepreneur et du régime des travailleurs indépendants. La caravane annonce la tenue du forum, qui est le forum d'innovation des technologies de construction, du bâtiment et des travaux publics. À l'heure de la digitalisation, la caravane va à l'intérieur du pays pour expliquer les nouvelles lois qui ont été votées et qui sont à l'avantage des PME, des artisans et du secteur informel. Elle aura pour charge d'informer les PME, les entrepreneurs, les artisans et le secteur informel des nouvelles lois aujourd'hui qui ont été adoptées pour l'an 2022. La caravane de sensibilisation annonce la tenue prochaine du Forum d'innovation des technologies de construction du bâtiment et des travaux publics à l'ère de la digitalisation. Et loin de ces grandes annonces qui concernent les PME, sachez que la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la Sodexam, en conformité avec l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, célèbre l'année de la culture de la sûreté. Une célébration pour relever les défis de la sûreté dans les aéroports de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Kader Sogotoku. Implanter la culture de la sûreté dans le quotidien de ses agents et des usagers pour prévenir tout incident. C'est tout le sens de la célébration de l'année de la culture de la sûreté par la Sodexam, une vision de l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'année 2021 a été choisie comme date de célébration. Cette année marque le 20e anniversaire des attentats du World Trade Center aux États-Unis. Sensibiliser l'ensemble des parties prenantes sur l'importance du respect des règles de sûreté, mais également de jeter un regard rétrospectif sur nos acquis en matière de sûreté. Ceci devant nous permettre de nous projeter vers des défis nouveaux à relever. Nous avons adopté une vision qui est de positionner la Sodexam comme le leader en Afrique de l'Ouest en matière d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Ceci exige la relance du trafic aérien sur nos plateformes, qui nous permettra de regagner la confiance des usagers du transport aérien et contribuera à donner un second souffle à l'industrie aérienne ivoirienne. Au cours de cette journée, plusieurs aspects de la sûreté dans les aéroports seront abordés. L'objectif est clair. La question de la sûreté doit être comprise, acceptée et relayée par tous à l'endroit de tous. Reportage signé Kader Sogodogo. Madame, Monsieur, si vous ne le saviez pas, les 11 mairies de la ville d'Abidjan sont invitées à s'inscrire dans une démarche de développement durable afin d'être certifiées à la norme ISO 37101. La première phase de ce projet pilote a permis aux communes de Yopougon et Port-Bouët de s'initier en la matière. La seconde phase vient d'être lancée par la direction de la centralisation du développement local, un projet qui sera présenté aux élus locaux afin d'obtenir leur adhésion. Didier Nguessan. Travailler suivant une démarche qualité au profit des usagers. Le développement durable des collectivités territoriales est régi par la norme ISO 37101. 11 communes de la ville d'Abidjan seront soumises à cette norme en vue de leur certification au terme de 15 mois d'implémentation dans la seconde phase du projet pilote. Port-Bouët et Yopougon, bénéficiaires de la phase 1, partagent leurs expériences. Nous avons mis en place un projet d'amélioration des conditions de traitement du poisson fumé dans le quartier de Zimbabwe. Le projet a pris
puisque les Américains sont favorables à nous apporter l'appui nécessaire. C'est une façon, une manière de faire, une manière de conduire les projets qu'on initie pour les populations. C'est une façon, une manière de recevoir les usagers, de leur parler et de leur offrir vraiment les services. Les critères de sélection portent sur la volonté des conseils municipaux et la capacité intellectuelle des membres du comité de développement durable. Il s'agit d'une certification du management du développement durable. Ça intéresse tous les territoires. C'est une question de développement des territoires. Ça intéresse toutes les collectivités. C'est l'occasion pour nous d'adapter, les normes aux collectivités territoriales de notre pays. L'adoption de la norme ISO 37101 version 2016 permettra d'améliorer la gouvernance des collectivités territoriales. Et pour atteindre ces objectifs escomptés, il faut assurément bien se porter, d'où cet appel réitéré à la vigilance. La Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 11 décembre 2021 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 2458 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs, 18 guéris et 0 décès. À la date du 11 décembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 896 cas confirmés, dont 60 964 personnes guéries, 706 décès et 220 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 174 585 le 10 décembre. 103 704 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 4 876 593 doses du 1er mars au 10 décembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Parlons à présent de cette étude, financée par la Banque mondiale, qui a été réalisée par l'Institut national de santé publique afin d'améliorer la riposte sanitaire face à la Covid-19 et dont les résultats ont été restitués au ministère de la Santé. Elle porte sur les réactions sociales et les stratégies de résilience de la population du Grand Abidjan face à l'épidémie de Covid-19. Pour 51,27% des personnes interrogées, la maladie ne peut pas sévir dans les pays tropicaux. Pour 78,89%, la Covid-19 est une maladie de riches, des perceptions aussi diverses que dangereuses. Salimata Dia. Dans le Grand Abidjan, la population a sa perception sur la maladie de Covid-19. Sondée à travers une enquête, 50 à 70% des répondants trouvent efficaces les mesures prises par le gouvernement dans la riposte sanitaire. 70% sont disposés à se faire vacciner, contre 30% qui s'y opposent. Seulement 29% se désinfectent les mains tout au long de la journée, une pratique difficile pour certains. Des résultats de l'enquête de l'INSP, financée par la Banque mondiale, qui vise à comprendre les raisons de l'accroissement du nombre de contaminés, malgré les mesures édictées par le gouvernement. Les connaissances sur les modes de transmission et sur les symptômes du coronavirus sont largement en dessous de la moyenne. Et ensuite, nous avons aussi eu des perceptions qui étaient vraiment défavorables par rapport aux mesures barrières. Et nous avons cité quelques perceptions, à savoir le port du masque, le lavage régulier des mains, la distanciation sociale qui constituait un réel problème pour les populations à cause des habitudes culturelles. Les répondants, à grande majorité, ne respectaient pas les mesures. Des recommandations ont été faites aux autorités politiques et sanitaires, notamment les actions concertées pour une adhésion totale des populations à la vaccination. Les pays développés ont cette stratégie de lutte pour toutes les interventions à partir de la recherche. C'est la recherche qui nous permet d'affiner notre stratégie de lutte contre cette maladie. Nous allons continuer encore à vacciner plus et aussi cibler ceux qui ont les comorbidités pour qu'on ait plus de 17 millions de vaccinés et 0 décès. À la date du 29 décembre, le pays enregistrait 228 cas actifs et plus de 4 millions de doses de vaccins administrées. Égalité de genre pour une croissance accélérée en zone UMOA. Sur quel levier agir? C'est autour de ce thème que s'est tenu dans la commune du Plateau un colloque international sur le genre et la croissance. Des experts réunis ont échangé sur la question du capital humain à travers la scolarisation et l'éducation de la jeune fille. Jean-Jacques Kwame-Ala.
Lors du colloque international sur les genres et la croissance qui a duré 2 jours, des recommandations ont été faites, notamment le renforcement des prises en charge de la petite enfance, la création des garderies pour permettre aux mères de consacrer plus de temps aux activités génératrices de revenus. Nous sommes pleinement satisfaits de la réalisation de cette première qui met ensemble des chercheurs et des décideurs afin que les politiques publiques que nous élaborons dans notre espace communautaire puissent être fondées sur des évidences scientifiques. Donc ces panels montrent en réalité tous les enjeux qu'il faut prendre en compte dans l'ensemble des secteurs de nos politiques publiques. Ce colloque a offert l'opportunité d'améliorer les connaissances et d'approfondir les échanges entre chercheurs et décideurs. Aujourd'hui, avec l'INCA et des chiffres scientifiques à l'appui, nous avons pu comprendre que le travail ne fait que commencer. Donc nous allons continuer de travailler en synergie avec toutes les structures de Côte d'Ivoire qui travaillent sur la question des genres, mais aussi avec l'UEMOA puis l'INCA. C'est vraiment un grand partenariat pour accélérer la croissance dans la zone UEMOA. Ce colloque a porté sur la recherche scientifique, l'appui à l'éducation et la contribution sociale. Objectif, contribuer à la réflexion collective sur la prise en compte du genre et des enjeux d'inclusion des politiques publiques. Et prenons à présent la direction de Binao, dans le département de Tia-Salé, où une rencontre d'échange avec les organisations féminines a été initiée par l'organisation internationale Save the Children. Objectif de cette rencontre, promouvoir l'entrepreneuriat et faire en sorte que les ménages vulnérables sortent de la précarité. Godfrey Okambawa. Améliorer les conditions de vie des populations en impactant économiquement les ménages constitue l'une des priorités de l'organisation internationale Save the Children. Dans la sous-préfecture de Binao, département de Tia-Salé, grâce à l'appui technique de l'organisation, plusieurs associations villageoises d'épargne ont été créées pour aider surtout les femmes à se prendre en charge. Chère population de Tia-Salé et de Bolouville, Save the Children nous a donné un puissant levier pour sortir de la misère. Cette rencontre a permis à ces femmes d'évoquer les difficultés qu'elles rencontrent, entre autres l'accès au financement. Ce projet dans tous les domaines, à savoir santé, nutrition, éducation formelle et non formelle, les soins et soutiens en direction des orphelins et enfants vulnérables. Tous ces domaines, dis-je, ont été pensés avec une logique de mise en œuvre avec la communauté, dans la communauté et pour la communauté. Selon les responsables de Save the Children, cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants ». Il s'agit de renforcer la capacité des familles vulnérables pour assurer leur bien-être. Et on change de registre pour parler de lutte contre l'insalubrité. La 2e édition de la campagne de sensibilisation pour une meilleure gestion des déchets en milieu scolaire a été lancée au groupe scolaire Sainte-Foy d'Abobo. L'initiative est de l'Agence nationale de gestion des déchets, l'ANAGED. L'objectif est de susciter chez les élèves l'adoption de comportements éco-citoyens, mais surtout un goût prononcé pour la propreté. Grâce Kando. L'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED en guerre contre l'insalubrité dans les établissements scolaires. Le groupe scolaire Sainte-Foy dans la commune d'Abobo choisit pour abriter le lancement de la 27e édition de la campagne de sensibilisation au civisme environnemental. L'ANAGED a formé des pères éducateurs qui vont se charger de passer dans chaque classe, sensibiliser les enfants à adopter les comportements éco-citoyens, de sorte à avoir des citoyens nouveaux qui puissent avoir aussi des comportements nouveaux. Après cette cérémonie, nous allons continuer d'exhorter les enfants à être propres dans leur classe, à ramasser les ordures et à jeter les papiers dans la poubelle. La propreté des classes, de la cour de l'école, des latrines et des points d'eau, entre autres objectifs que vise cette campagne qui concerne 80 établissements primaires et secondaires. Je retiens que chaque élève de l'école Sainte-Foy doit faire tout pour que notre établissement reste propre. L'école est vraiment le cadre approprié, indiqué, pour prendre en main cette lutte en inculquant dès les premières années où nous recevons les enfants, depuis la maternelle, où nous les maintenons jusqu'au niveau terminal, de sorte qu'ils acquièrent ces réflexes de ne pas salir l'environnement et qu'en grandissant, ils grandissent avec ces valeurs.
Une campagne à laquelle s'associe le ministère des Eaux et Forêts. Nous avons un défi majeur qui est de planter 300 millions d'arbres chaque année. Et ces 300 millions d'arbres chaque année ne peuvent se faire en grande partie qu'avec les élèves. La campagne de sensibilisation au civisme environnemental va se tendre sur toute l'année scolaire. J'aime ma rivale. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, ceci est le titre de la première œuvre romanesque de l'écrivaine Mariam Dick, qui a mis à profit la Journée nationale de la paix célébrée le 15 novembre dernier pour procéder à la dédicace de l'œuvre, cérémonie organisée à la Bibliothèque nationale en collaboration avec le réseau solidaire livresque et l'ONG Agui, un livre pour prôner la cohésion sociale. C'est ce que nous dit Issa Chonoyeo. J'aime ma rivale. C'est cet oxymore que l'écrivaine Mariam Dick utilise pour prôner la paix et la concorde dans un couple et par ricochet dans la société. La journée nationale de la paix est une aubaine pour elle, pour faire la dédicace de l'œuvre à la Bibliothèque nationale. Nous avons décidé d'utiliser ce jour qui nationalement est décrété pour célébrer la paix, pour sortir cette œuvre dont le titre est « J'aime ma rivale ». Par définition, on ne peut pas aimer sa rivale ou son rival. Et donc l'œuvre nous emmène à voir que si on veut vivre en paix avec l'autre, on est obligé d'accepter l'autre, on est obligé d'aimer l'autre en faisant des concessions. Le livre, c'est cette passerelle-là qui nous permet d'aller à la rencontre de l'autre, qui nous permet de découvrir l'autre, qui nous permet de saisir ses différences, qui nous permet d'envisager de vivre une vie réussie. Pour les lecteurs et lectrices, cette journée de la paix est la mieux indiquée pour la sortie de ce livre. Le pardon, il est divin. Il est divin, donc on doit s'appuyer sur le pardon pour essayer de faire fi de tous les maux. Une fois qu'on arrive à pardonner quelqu'un, on essaie de vivre avec la situation qu'il y a eu, avec ce qu'on a vécu. Mais tant qu'on ne pardonne pas, on ne peut pas avancer. Cette cérémonie est l'occasion de dévoiler la nouvelle enseigne, indiquant la Bibliothèque nationale en plein cœur du plateau, un don du réseau solidaire livresque. Un mot de culture dans cette édition, les chefs cantons de village, les reines-mères, les cadres et populations bron du département de Transua se sont retrouvés le week-end dernier dans le village d'Arossois, dans la sous-préfecture de Kwasi-Nanguini, pour la célébration du Moroufié-Pessier, une fête culturelle bron qui se célèbre 42 jours après la fête de l'Igname. C'est l'occasion pour les fils et filles du royaume bron de se retrouver pour communier et renforcer les liens de fraternité et de cohésion. Herman Yamia nous en parle. Un déferlement de chefs traditionnels dans le village d'Arossois, sous-préfecture de Kwasi-Nanguini. Tous issus du département de Transua, ils y sont pour la célébration du Moroufié. Une célébration au cours de laquelle Nana Oben Kwaku Ignace, président du conseil des chefs du département de Transua, et le chef du village d'Arossois ont été portés en triomphe sur la place publique. Le Moroufié, c'est le jour du nouvel an qui est lié à la consommation de l'igname. Et ce jour-là, aucun dignitaire, aucun chef de village n'a le droit de quitter son peuple. Le Moroufié Kessié, devenu pour cette 8e édition Moroufié Pessier, est une fête tournante. Le Moroufié Kessié, c'est le Moroufié lui-même, la fête des ignames, c'est ce qui est grand. Alors que là, vous voyez, après le Moroufié, ce qui est grand, 42 jours après, selon le calendrier bron, ça tombe encore un Moroufié. Donc le premier-né, le fils premier du Moroufié, c'est ce que nous faisons. Et en bron, c'est Pessier, d'où l'appellation Moroufié Pessier, qui est la vraie appellation en réalité. Le représentant du parrain de la cérémonie, Yeboah Séverin, député maire d'Assuefri, et le représentant du préfet de Transua, salue cette initiative qui tend à valoriser le riche patrimoine culturel du peuple bron. Il faut bien que le peuple bron, dont la structuration sociale force le respect, puisse, à travers des activités culturelles de renom, se faire davantage connaître. Pour la célébration de cette édition du Moroufié Pessier à Arossois, au moins 78 chefs de village et leurs reines-mères ont effectué le déplacement. Mesdames et messieurs, une grande voix, une grande figure de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne s'est éteinte hier samedi 11 décembre. Dans la soirée, la nouvelle est tombée comme un coup de massue. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, est en deuil.
Benson Pierraka, journaliste et présentateur à la rédaction du sport de la RTI, a tiré sa révérence, semant une profonde douleur dans le cœur de personnes qui l'ont tant aimé. Triste scénario de la vie. Michel Digré. Sport et musique ont toujours fait bon ménage et vous ne serez pas étonnés que nous nous associons. Et quand je dis nous, le service des sports de la télévision ivoirienne s'associe à la douleur engendrée par la perte de l'icône congolaise de la rumba, icône de renommée mondiale, Jules Chougou Wembadio, Papa Wemba. Cher aîné, chers confrères, j'étais loin d'imaginer que ce samedi 11 décembre, tu déposerais définitivement ton micro et que ce dimanche au petit matin, je prendrai ma plume pour parler de toi au passé. Mais dimanche est le jour du Seigneur et les voies de Dieu sont insondables. Pour cette saison 2016, le football humble, taquin, joyeux tu l'étais. Je me souviens encore de cette finale de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Qui a dit que Barry Kopa n'arrêtait jamais aucun tir au but? Il l'a fait au bon moment. Et c'est lui qui tire le dernier penalty qui consacre la Côte d'Ivoire. Vous pouvez sortir partout. À Bayoronyoa, nos amis du couloir, les amis de Korogo, à Bradidou. Tu ne faisais rien comme les autres. En témoigne ton mariage où tu es arrivé dans un bus. Oui, tu ne faisais rien comme les autres, mais cette fois-ci tu as fait fort en nous quittant pour toujours en cette fin d'année, un samedi. Un samedi parce que tu aimais la vie. Nous serons forts et ne retiendrons que le meilleur. Tu aimais la musique, tu aimais le zouglou. Alors, cher aîné, je te laisse en zouglou. Vraiment, tu as zaillé Benson Pierraka. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec Koulibaly Seydou à être avec vous ce soir. On prend un autre rendez-vous certainement lundi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonsoir et bonne suite de programme sur toutes les antennes de la RTI. Repos à l'âme du disparu. Dans l'actualité internationale, des tornades meurtrières touchent le centre et le sud des États-Unis. Au moins 6 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un entrepôt du géant de commerce en ligne Amazon. Hier samedi 11 décembre, des quartiers résidentiels entiers ont été ravagés, détruits. Le bilan provisoire des cas de tornades est au moins fixé à 83 morts. Place à présent au magazine de ce dimanche, sujet à l'ordre du jour, l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. 2 pays, nous le disions à l'entame de cette édition, qui se connaissent bien et dont les relations de coopération remontent aux années 70. Excellence, relation donc historique des relations entre les 2 pays, un passé qui a incontestablement influencé le présent dans lequel nous sommes. Donc, et nous recevons l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire, Excellence Ouahel Badawi. Excellence, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Nous lisions à l'instant d'excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. De quoi donc se réjouir, n'est-ce pas? Oui, exactement. En fait, nous avons les relations diplomatiques entre les 2 pays ont été établies en 1960, à l'année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et l'Égypte a établi son ambassade ici à Abidjan en 1963. Suivi de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Égypte en 1967. Et dès lors, nous avons d'excellentes relations, tant au niveau politique qu'au niveau économique, culturel et scientifique. Alors, Excellence, quels sont les facteurs qui ont influencé de façon positive, on va dire, la bonne évolution de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte? Plusieurs facteurs, je dois dire. Nous avons, comme je l'ai dit, là, d'excellentes relations politiques au niveau des 2 présidents. Nous avons le président Al-Sisi qui a visité la Côte d'Ivoire ici en 2019. C'était une visite historique. Nous avons signé à cette époque-là 3 accords de coopération dans les domaines de la culture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie numérique aussi. Et puis, il y a toute une série d'accords de coopération qui ont été signés depuis les années 70 et qui ont vraiment jeté des bases solides à renforcer cette coopération. Alors, plusieurs accords, vous venez de le dire, ont été signés donc, durant la visite d'État du chef de l'État égyptien en Côte d'Ivoire. Où en est-on aujourd'hui avec l'évolution de ces accords, de façon pratique? Ils sont mis en bonne œuvre. Nous avons, par exemple, dans le domaine de la santé, nous avons eu de la coopération médicale, surtout en tant que partenaire africain, Sud-Sud. Nous avons, l'Égypte a offert de la coopération médicale au début de la Covid.
Nous avons aussi offert des médicaments, des appareils de dialyse rénale aussi à l'hôpital général de Mayo il y a un certain temps. Et puis, nous agissons surtout dans le domaine du renforcement des capacités. Dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine médical, mais dans tous les domaines confondus. À titre régulier, nous avons des stagiaires, tous niveaux confondus, de la Côte d'Ivoire qui viennent en Égypte pour renforcer leur capacité. Nous avons aussi, dans le domaine de l'économie numérique, nous avons un projet très important que nous discutons maintenant avec les autorités ivoiriennes pour mettre en œuvre ici, dans le cadre du partage d'expertise et d'expérience entre les deux parties. Nous partageons aussi notre coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. C'est un défi qui est commun aux deux pays et qui nécessite une coopération vraiment bien concertée et un soutien vraiment très, très renforcé. Alors, Excellence, je vous propose de revenir ensemble sur les grands points de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte dans cet élément réalisé par notre reporter Michel Diré. Avec plaisir. La coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte s'est officialisée le 7 décembre 1973. Ces relations se sont bonifiées et diversifiées au fil des années. L'un des temps forts de cette coopération, la visite du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en Côte d'Ivoire en avril 2019. Au plan économique, le volume des échanges est faible, à peine 31 968 millions de francs CFA en 2018. Le président de la République Alassane Ouattara a proposé que la redynamisation des échanges se fasse à travers l'organisation de forats économiques, l'établissement de partenariats entre les deux chambres de commerce et d'industrie. Le président égyptien a pour sa part rappelé que sa visite a pour objectif la promotion du travail commun visant au renforcement de la sécurité et du développement des deux pays. 3 nouveaux accords ont été signés à la faveur de cette visite et concernent les domaines de la santé, de la culture et du tourisme. Alors, Excellence, votre réaction tout de suite sur cet élément qui dresse le bilan de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Notons qu'en tout et pour tout, ce sont 10 accords de coopération qui ont été signés entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte depuis l'établissement des relations diplomatiques. Exactement. Eh bien, le film que vous avez projeté là vraiment atteste de la chaleur des relations entre les deux États. Et je souhaite aussi là dire que nous sommes en Égypte, nous sommes toujours très très intéressés à partager l'expérience avec la Côte d'Ivoire dans tous les domaines là. Les accords qui ont été signés en attestent. Vous avez vu les deux présidents ensemble. Aussi, nous avons plusieurs sociétés ici qui sont bien établies en Côte d'Ivoire. Vous connaissez bien sûr El Nasr. Et qui opèrent dans différents domaines. Oui. Nous avons la société El Nasr qui est ici depuis les années 60. Nous avons Arab Contractors qui a construit le pont de Jacquesville et le bâtiment du fret aérien à l'aéroport international d'Abidjan. Et nous avons aussi plusieurs autres sociétés qui se sont implantées durant les deux dernières années. Là, El Rawad aussi dans le domaine de la construction et El Sewidi qui est un des leaders mondiaux dans de la construction, dans ce qui est la fourniture du matériel électrique pour le transfert d'électricité, les compteurs d'électricité. Et ils ont déjà fait du beau travail ici. C'est très, très prometteur, je dois dire. Et en termes de volume d'échanges commerciaux, Excellence, on sait que ces volumes-là se situent entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Pour 2020, ils avoisinaient, on va le dire, 30,899 milliards de francs CFA contre 28,47 milliards de francs CFA en 2019. Ces chiffres pourraient éventuellement s'accroître, n'est-ce pas ? Exactement, c'est notre but. C'est une hausse remarquable comparée à l'année précédente et ça atteste vraiment de la solidité des relations et du partenariat de part et d'autre, puisque l'année passée, nous avons été vraiment pris de plein fouet par la Covid-19. Et là, nous essayons encore une fois d'augmenter ces échanges commerciaux de part et d'autre. Et par quel mécanisme ? De nouvelles lignes de transport, soit maritimes ou aériens. Égyptair doit revenir très bientôt sur le marché, desservir régulièrement le marché ivoirien très très prochainement. On aura de bonnes nouvelles à ce titre-là. Et avec les investisseurs égyptiens qui sont de plus en plus nombreux ici, et des entrepreneurs égyptiens ici qui travaillent dans plusieurs domaines confondus ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est très prometteur à mon avis.
Et parlons de promesses, il serait difficile de parler de l'Égypte sans faire allusion au volet touristique. Oui. L'Égypte, on le sait, avec tout le symbole, toute la symbolique que renvoie ce pays, on le sait, nous avons la vallée des rois avec ses légendaires pharaons. Et d'ailleurs, le 3 avril dernier, si notre mémoire est bonne, 22 momies ont été transportées sur des chars avec pour destination finale le Musée national de la civilisation égyptienne. Un transfert riche en couleurs, c'était tout simplement pharaonique, n'est-ce pas, Excellence ? Exactement. Alors, qu'est-ce que l'Égypte a voulu démontrer à travers cette organisation et tout ce qui a été justement présenté à la face du monde ? Elle a voulu présenter vraiment un aspect historique de l'Égypte ancienne, pas seulement pharaonique, l'Égypte pharaonique, l'Égypte copte, chrétienne, musulmane et contemporaine, tout en transportant les momies là, du musée du Caire qui étaient vraiment simplement dans des caves. Elles ont été bien restaurées et transportées à un nouveau musée dédié à les civilisations, si je dirais, les civilisations égyptiennes. Jusqu'au temps moderne. Ensuite, nous avons inauguré là, le 25 novembre dernier là, la vallée des rois, avec 1050 sphinx et béliers là, entre les temples de Luxor et Karnak. C'était vraiment historique. Et durant la première moitié de 2021, nous entreprenons d'inaugurer le grand musée égyptien, juste au bas des pyramides. Et là, ça sera vraiment quelque chose d'historique dédié à l'humanité entière, puisque ça sera environ 100 000 objets d'art historiques. Et sur le plan touristique, est-ce qu'on pourrait s'attendre à une éventuelle coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, justement, dans le cadre du renforcement de la politique touristique en Côte d'Ivoire ? Bien sûr, il y a déjà un accord de coopération mis en œuvre entre les deux États et c'est très prometteur. Nous avons déjà de la coopération dans le domaine des renforcements des capacités et il y a aussi des investisseurs égyptiens qui prospectent, qui font de la prospection ici en Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Donc c'est toujours très prometteur. Et il y a également le Forum national de la jeunesse qui est prévu pour se tenir en janvier. Exactement. Et vous y attendez également de jeunes Ivoiriens qui seraient éventuellement intéressés par cet événement. Exactement. Nous avons contacté et diffusé l'information ici par le biais des ministères des Affaires étrangères et les autres entités concernées afin d'inviter les jeunes Ivoiriens à participer à ce Forum mondial de la jeunesse. Il se tiendra du 10 au 13 janvier à Sharm el-Sheikh. C'est un forum vraiment qui est reconnu par l'ONU, par l'Union africaine et par l'Union de la Méditerranée. Donc c'est un forum vraiment où les jeunes leaders, les leaders de demain sont invités à entrer en discussion et en conversation avec les leaders actuels, afin de leur faire part de leurs inquiétudes, de leurs aspirations, afin que les leaders actuels en prennent compte et à initier ces leaders à la gouvernance. Et ça sera là l'occasion de débattre de sujets tels que le développement économique, le retour après la Covid-19, l'environnement avec la COP22 que nous allons accueillir en Égypte l'année prochaine, l'autonomisation des jeunes, l'autonomisation des femmes aussi. Donc c'est vraiment un forum très important. Il y aura aussi un modèle, une simulation du Conseil national des droits de l'homme. Donc ce sera vraiment une activité et une expérience vraiment très très riche pour les jeunes et pour tous les participants à ce forum-là. Et comment pourra-t-il s'y prendre pour s'inscrire Il y a un site web sur lequel les intéressés, les jeunes intéressés peuvent s'inscrire directement. Et les jeunes qui ont été acceptés donc, pour leurs inscriptions, ils recevront un message confirmant leur inscription, les billets d'avion et tout est pris en charge. Donc c'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là, la participation. Alors Excellence, on est pratiquement au terme de cet entretien, quels sont les grands chantiers qui s'offrent en perspective en termes de collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte ? Eh bien, nous avons, comme je l'ai dit, la coopération dans le domaine de renforcement des capacités, les échanges commerciaux et le partage d'expériences. Si je peux aussi dire brièvement, nous sommes en passe, en Égypte, nous construisons actuellement une nouvelle capitale, la nouvelle capitale d'Égypte, qui est un projet vraiment gigantesque,
C'est une nouvelle cité, cité moderne, cité intelligente, à 50 km environ à l'est du Caire. Et c'est vraiment un projet gigantesque et nous sommes en passe là, en voie de discussion avec les autorités ivoiriennes pour voir comment on pourrait aussi partager avec eux notre expérience dans ce domaine-là. Oh, merci Excellence d'avoir donc répondu à nos questions. Avec vous, nous avons fait l'état des lieux des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Nous rappelons juste avant de rendre l'antenne, mesdames et messieurs, que nous recevions ce dimanche, dans le cadre du Dimanche Magazine, l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire, son Excellence Wahel Badawi. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.